en l'écrivant, j'ai pas pensé que c'était scandaleux. C'est pas une femme qui d'un seul coup découvre la sexualité et le plaisir sexuel parce qu'elle s'est fait violer. C'est absurde, c'est pas du tout ça. Il se trouve que c'est une femme qui se fait violer par un homme et qu'entre-temps et parallèlement, elle a des relations amicales et plutôt agréables avec quelqu'un qui habite à côté de chez elle, qu'elle présente à sa famille, qui vient manger chez elle. Donc voilà, il se trouve qu'à un moment, elle va découvrir que le type qui l'a violée, contre lequel d'ailleurs, j'ai essayé, peut-être pas à suffisamment de talent, mais à bien montrer qu'elle n'accepte pas ça. Elle n'est pas en train de se dire « ah, c'est pas mal quand même ». Non, elle est prête à le tuer, à faire... Il y a tout ce truc avec son père aussi, donc il y a une espèce de... Donc elle n'est pas du tout en position d'accepter ce genre de choses. J'ai pensé à cette histoire de viol parce que j'ai revu récemment, j'avais pas vu le film de Virginie Despentes, Baise-moi, et il y a une scène de viol que vous devez connaître qui est abominable. C'est-à-dire qu'en plus du viol, ce qui est très très choquant en même temps, c'est de penser qu'il y a une espèce de violence physique brutale, et dans Baise-moi, je crois qu'il lui tape dans la figure, enfin c'est une abomination. Mon idée c'était bon, cette femme elle se relève. Et comme je progresse toujours par... j'ai une phrase comme ça, j'en ai une autre qui vient après. J'ai pas du tout l'idée d'écrire un viol, mais comme ça avance tout doucement vers quelque chose, elle s'est simplement éraflée la joue, elle se réveille un peu, donc moi je me dis, bah, elle n'est pas blessée, ça va pas se terminer à l'hôpital comme beaucoup de viols. C'est pas un de ces viols comme on en connaît dans 80% des cas, c'est la femme qui est violée par son mari carrément. Là c'est simplement... Elle a subi une expérience plutôt très désagréable, mais elle n'a pas été violentée et elle ne sait pas qui c'est. C'était les deux points de départ. Pas de violence, elle a simplement été tenue, donc on l'a forcée dans l'acte sexuel. Et il n'y a pas d'hôpital derrière ça. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas trouvé que c'était scandaleux. Simplement, j'essaye toujours de mettre mes personnages dans des positions un petit peu extrêmes pour que les réactions soient intéressantes. C'est pas un livre sur le viol. Enfin, de mon point de vue, c'est pas ce que j'ai essayé de faire. Oui, c'est un révélateur, puis c'est en même temps tout de suite prendre les personnages et les mettre dans une situation particulière. Ça, c'est toujours important pour moi, et toujours mes romans démarrent un peu rapidement parce que, je sais pas, on me reparlait d'un roman parce que je les mélange tous. On me disait, mais tu sais, ce roman qui démarre avec la mort du fils qui se suicide. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est? J'ai écrit un roman avec un fils qui se suicide. Et je me souvenais plus. Et c'est vrai que c'est tellement immédiat. Voilà, on évacue ça. On n'est pas là en train de se dire aïe aïe aïe, comment réagit un père à la mort de son fils dans l'immédiat. C'est quoi? Il va le prendre dans ses bras, il va le porter, il va appeler police secours. Ça m'intéresse pas. C'est simplement, voilà, on évacue ça, il y a une mort terrible, voilà. Là, il y a un viol, on évacue, c'est ça. Donc après, on passe un peu à autre chose. J'essaye aussi d'ancrer un récit qui, a priori, peut sembler un peu irréel ou pas très vraisemblable, dans une réalité, ce qui fait qu'on ne sait plus très bien. Je pense qu'on doit avoir à la fois le sentiment que c'est pas vrai, puis en même temps, oui, c'est là, on peut presque dire, c'est à Paris, dans tel coin, enfin c'est ça. Et je m'amuse un peu avec ça, en fait. J'aimais la scène où elle se relève. C'est pour ça que j'évite celle où elle tombe. J'aurais pu commencer le roman un petit peu en amont, boum, je suis bleu, enfin boum, je tombe par... Non, elle se relève, hein. C'est ça le truc. Et ça me semblait très très important, d'aborder cette femme sous cet angle-là, d'autant que je voulais montrer aussi ses failles. C'est-à-dire que elle m'intéresse, et plus que ça, j'aime presque cette femme, parce qu'elle est, ce que je dis vers la fin du roman, c'est cette force et cette faiblesse en même temps. C'est ça qui m'attire. Si c'était simplement force ou simplement faiblesse, bon, ça va. J'aime bien comment dans un même individu, on peut trouver ces deux pôles qui sont à la fois, qui se repoussent, mais qui en même temps s'attirent. C'est quand même une histoire entre deux adultes qui jouent à des jeux un peu particuliers et pervers, mais c'est pas non plus dingue quand même. Sauf pour elle, bon, il faut qu'elle admette. Mais elle veut pas l'admettre, elle veut pas le reconnaître. Mais il y a cette idée un peu stupide que j'ai de me dire, c'est un peu comme quelqu'un qui veut maigrir et qui se dit, le chocolat j'arrête, mais il reste quand même 3 ou 4 carrés dans le placard et je vais quand même les manger, et puis on va pas les jeter. Donc elle fait un peu ça, elle dit, je vais arrêter, mais effectivement, et ça, moi, ça me gêne pas du tout de penser que, oui, elle arrive à avoir un espèce de plaisir sexuel avec ce type. J'ai eu beaucoup de plaisir à me mettre dans la peau d'une femme, je me suis senti très à l'aise. D'une manière un peu bizarre, je ne suis pas très attiré par la masculinité. Côté virilité, ça m'ennuie profondément. Les odeurs de vestiaire, les trucs de foot et tout ça, je regarde pas, je sais pas. Non seulement je ne suis pas attiré, mais c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Et la compagnie des femmes m'intéresse plus, pas parce que je suis un homme et parce que c'est le sexe opposé, simplement parce que je trouve qu'il y a une manière de réfléchir, il y a une appréhension du monde qui m'intéresse, qui me semble pas plus intelligente, mais qui m'aide
à comprendre ces deux peuples, parce que si à un moment on n'est pas conscient qu'on a un côté féminin, un côté masculin, qu'on soit homme ou femme, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas. Moi, évidemment qu'en tant qu'homme, c'est plus pesant pour moi le côté homme, donc j'ai besoin de prendre quelque chose qui ne m'intéresse pas et ça adoucit ou ça me permet d'approfondir ce que en tant qu'homme j'ai du mal. Je trouve que les hommes sont très très basiques. Beaucoup de mes personnages ont toujours des problèmes d'identité. Et l'identité, à mon avis, elle ne peut être révélée que dans la mesure où il y a un retour des autres. Si on est tout seul, je crois qu'il y en a peut-être qui arrivent, mais moi j'ai besoin des autres pour comprendre qui je suis. J'ai besoin des autres pour savoir si je suis un amant, un père, un copain, un ami. J'ai besoin de tous ces trucs-là. Et souvent, c'est les femmes qui me renvoient cette image-là. Donc c'est simplement pour moi, pour savoir qu'est-ce que je suis d'une manière un peu plus globale et en essayant justement d'aller creuser du côté féminin qui a priori n'est pas mon côté à moi, mon côté naturel. Mediapart. Oui, on ne sait pas tout, mais moi des fois je ne sais pas tout non plus. Je ne sais pas tout et si à un moment je sens que essayer de donner plus d'explications, essayer d'être plus logique ou quoi, va alourdir quoi que ce soit, je passe. Quitte à ce qu'on me dise après, mais c'est pas, tu n'as pas dit ou on ne sait pas. Très bien, c'est comme ça. Pour moi, c'est comme les infrasons. C'est-à-dire que vous écoutez un truc et puis il y a des choses que vous n'entendez pas mais qui vous pénètrent quand même. Et j'avais vu cette image qui m'avait étonné et je l'ai trouvé merveilleux, c'est qu'il y a quelques mois, ils ont découvert sous l'Amazone, il y a un autre fleuve qui est encore beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Et je veux dire, c'est ça les vrais romans. C'est-à-dire que vous êtes là en train de voguer sur le petit truc du dessus, mais en dessous, il y a un machin qui vous... J'avais envie de cette espèce de truc qui avançait inexorablement vers quelque chose. Et ça, c'est l'image de l'eau qui choisit toujours les territoires les plus bas. Et c'était ça qui m'intéressait, et à tel point que normalement il n'y a pas ce qu'il y a eu dans le roman à la fin, mais c'est parce que je suis pas non plus, je suis pas un dingue qui dit non c'est comme ça et j'ai raison et tout le monde a tort. Il n'y avait pas cette retour à la page 10 pages avant la fin, où il y a cette espèce de... Ça suivait de la même manière. Et 2 ou 3 personnes ici que j'estime et donc des fois j'essaie d'écouter un peu ce qu'on me dit, trouvaient qu'il fallait quand même peut-être à un moment de passer à une autre chose, donc faire une belle page blanche. J'ai été 2 ou 3 à me dire ça, j'ai dit ouais, peut-être vous avez raison. Ça avait démarré avec la musique dans les premiers romans, je ne sais pas pourquoi, comme ça m'étais mis à citer des chansons ou des trucs particuliers. Et puis j'avais un retour, c'est-à-dire que souvent des lecteurs me disaient « Ah, mais merci de m'avoir fait découvrir un tel. » Et je disais « Tiens, je suis là pourquoi en fait ? Je suis là aussi pour... j'apporte quelque chose, comme au moins on m'a apporté quelque chose, des écrivains m'ont apporté. Donc, ah bon, vous voulez que je vous fasse... c'est pas ma liste des trucs préférés, mais je préfère que vous écoutiez Bob Dylan que Hugo Frey, je préfère que vous écoutiez Leonard Cohen que Graham Allwright. Donc il faut que je fasse un petit effort. Donc des fois, et puis après ça a été avec la littérature, parce que je me suis aperçu que les gens, ah oui, tu m'as fait découvrir Bottillane, ah oui, là, là. Je dis bon, allons-y. Et maintenant, je suis plus sélectif et j'ai fait les gros trucs. C'est-à-dire, j'ai fait Hemingway, j'ai fait Céline, tout le monde sait ça. Passer sur des trucs, si d'un seul coup je peux faire découvrir à des gens qui ne sont pas non plus des grands lecteurs, des gens comme David Foster Wallace, c'est pas simple. Eudora Welty, c'est génial. Je me suis aperçu que quand je vivais aux États-Unis, on m'en parlait beaucoup et qu'ici, personne ne connaît ça. Donc, je me dis, c'est un petit truc que je peux faire en plus. Alors, je pourrais faire le type très élégant et tout ça qui ne parle pas de ces machins. Non, moi, je suis là pour... vous voulez que je vous donne 2 ou 3 trucs bien, que j'estime bien à lire? Allez-y. La musique, c'est pareil, c'est plus compliqué, parce que les références que j'ai en musique, c'est... Là, les gens viennent plus de la musique contemporaine. C'est souvent des gens qui jouent dans des trucs très, très classiques, contemporains, mais qui, d'un seul coup, font des incursions dans le milieu du jazz ou dans le milieu et qui font des musiques que je trouve très, très intéressantes. Donc, je dis, allez-y, écoutez. Ça vous a plu une fois, il n'y a pas raison que ça ne vous plaise pas 2 fois. Par exemple, We Move Lightly, c'est vraiment un espèce de truc qui peut tourner comme une langue qui m'intéresserait. C'est le truc qui revient en boucle. Donc la boucle m'intéresse beaucoup en niveau en littérature, ça m'intéresse. Comment on revient sur... je suis toujours intéressé par exemple Godard, comment il s'occupe du chant contre chant.
comment il fait quand il y a plein de gens dans une pièce pour que d'un seul coup, sans faire justement contre-champ, machin, comment il fait pour qu'on comprenne un truc particulier. Ça revient, le type le fait redire dans un autre contexte, et tout doucement, il met en place des choses qui... Vous vous rendez pas bien compte, puis d'un seul coup, tu dis, mais oui, enfin, j'ai compris. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pigé ce truc-là. Alors qu'il y en a, c'est beaucoup plus boum, alors on arrête et on dit les choses et tout ça. Non, là, c'est comment d'un seul coup, on est envahi, tout doucement. La littérature, il y a ce côté envahissement un peu. D'un seul coup, on est envahi. À un moment, je ressens le besoin de les mettre ensemble, les gens. De les mettre... C'est un peu comme une boîte, un peu. Vous savez, il y a une boîte à chaussures, vous mettez des gens dedans, puis vous secouez. Alors, ils peuvent pas sortir de ce truc-là. Mais vous les laissez regarder dans un petit périmètre que vous contrôlez. J'ai toujours pensé, par exemple, que les histoires, pour moi, c'était comme l'aire de jeu. Je m'amuse dans ce truc-là. Mais il ne faut pas que ça déborde de ça. Je contrôle tout ce qui est automatique. Mais dedans, je peux m'amuser, raconter que le père de... J'aurais très bien pu faire un père beaucoup plus... Bon, il est en prison, il a tué une personne. Non, c'est plus marrant qu'il en tue 70, parce que ce monde est dingue, quelque part. Et moi, comme écrivain, quand je dis j'essaye d'être contemporain de ce monde-là, il faut que je donne quelques petites indications. Alors des fois on me dit c'est un humour noir, cynique et tout, oui, mais c'est aussi une manière pour moi de... Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, dire vous savez, et puis il y avait plein de morts, et puis nanana. C'est juste à un moment, on dit ouais, le monstre d'Aquitaine, ça me fait rire. Moi. Alors ça fait pas rire tout le monde, c'est ça le problème. Ils disent que j'exagère et que j'ai... Mais oui, j'ai mis un petit truc, je dis tiens voilà, aujourd'hui s'il y a un type qui lit mes bouquins dans 50 ans, il dira bah ouais, c'était comme ça. Il y avait des gens qui butaient 70 enfants dans un... Ah bon. Alors peut-être que ce sera pire, ils trouveront que c'est rien. Mais peut-être qu'on aura assagi un peu le truc et qu'on dira, ouais, c'était un peu bizarre leur truc. Là par exemple, j'ai commencé un autre roman, justement pour évacuer tout ce truc de... J'aime pas faire tout ce que je fais là en ce moment, mais bon, bref, c'est de ma faute. De dire que la crise aujourd'hui, comment écrire un roman aujourd'hui sans parler de ce monde qui devient de plus en plus dur. Il y en a qui continuent à vous faire des romans comme si de rien n'était. Attendez, aujourd'hui, c'est incroyable tout ce qui nous arrive sur la gueule quand même. Et on ne peut plus réfléchir de la même manière qu'on ne peut plus écrire de la fiction aujourd'hui sans penser qu'on a tous un téléphone dans la poche qui peut se mettre à sonner pendant que je vous parle et m'annoncer un truc incroyablement agréable ou abominable. Et qu'on est tout le temps à réagir très très rapidement. Donc on n'est plus à l'époque des diligences, où il fallait un mois pour joindre le bec qui s'était barré. Donc ce monde a changé. Mais le truc, c'est pas de dire « Ah, on n'est plus au temps des diligences », c'est simplement de faire réagir les personnages avec toute cette technologie. Mediapart. Je comprends pas aujourd'hui comment un écrivain peut se mettre devant son bureau en ne mettant pas au premier plan la langue. Je comprends pas. Si c'est simplement pour raconter des histoires... Aujourd'hui, je suis un écrivain de 2014 ou 2012. Comment je fais pour être juste dans cette époque-là ? Et l'idée, c'est que voilà, je suis dans ma culture, il y a ces grandes littératures françaises, ces grandes phrases qu'on sait déployer comme... donc on peut démarrer des phrases comme ça, on les déploie, on peut mettre 2 ou 3 subordonnés, tout ça, et dire, mais ça y est, on ne va pas en faire des kilos comme Proust, parce que c'est plus l'époque, je ne vais pas vous en faire 20 lignes. J'en fais 3 lignes et je vous montre comment on peut déployer cette phrase. Ce monde, il peut être beau, tout ça. Et je l'arrête d'un seul coup en disant « etc ». Ça ne veut pas dire que je ne sais pas faire la suite, ça veut dire que ce n'est pas la peine de faire la suite. Mais qu'il y a j'aimerais bien que dans certaines phrases, on ait cette impression de beauté qui peut d'un seul coup être partagée avec une laideur infinie ou avec un... On casse cette dissociation peut se trouver au niveau du rythme d'une phrase. Comment on casse ces choses-là. Pourquoi je démarre aussi, maintenant je démarre mes paragraphes contre la marge. Pourquoi je fais pas... Parce que d'une manière un peu bête, mais j'ai l'impression aussi qu'on n'est pas dans une période de grand bouleversement comme à l'époque de Céline par exemple. Je crois pas, on est plutôt dans une, à mon avis, et tout ce que je dis c'est forcément à mon avis, mais on est plutôt dans une période d'ajustement. On peut régler, c'est comme les stations de radio, c'est toujours une image que j'emploie parce que je trouve qu'elle explique pas mal, c'est... Quand vous écoutez la radio, si vous n'êtes pas vraiment sur la station, ça crache avant, ça crache après. Et quand vous tombez sur le son juste, là c'est intéressant. Et ça, c'est la langue d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la langue de Carver, par exemple, que je trouve magnifique, ou de Kerouac, elle n'est plus adaptée à 2012. Elle est adaptée à 1960 et tout ça. Elle est superbe, mais moi, mon travail, c'est juste de revenir sur Alors,
c'est l'impression que j'ai, c'est ce que j'essaie de faire. Peut-être les gens vont me dire, mais il est complètement fou, il change rien. Mais moi, je travaille dans cette optique-là. C'est-à-dire que j'essaye tout le temps de régler et d'être... Je veux que ma phrase soit... je ne sais pas comment dire ça, parce que c'est une impression que j'ai chez des gens que j'ai vraiment aimés. Donc c'est difficile de dire, mais j'ai l'impression que des fois Carver ou des gens comme ça mettaient le monde dans une phrase, quoi. Ils arrivaient à faire ça. Alors moi, je cherche ça, alors j'y arrive pas certainement, mais c'est le but. C'est de me dire, voilà, dans cette phrase-là, il y a ce que je veux. Il y a le rythme, il y a la couleur, il y a ce choix qui va plutôt qui va pas forcément vers le sens, mais qui va plutôt vers l'intonation, si jamais on perçoit le monde comme une espèce de note comme ça qu'il faut... Une mélodie, on fait un truc comme ça qui doit correspondre à l'époque, c'est parce que on arrive à régler des phrases. On ne peut pas faire autrement que c'est. Donc alors je règle mes paragraphes parce que je me dis pourquoi on a arrêté, par exemple, quand on commence un paragraphe, maintenant on a un petit blanc et on fait un petit décalage. À l'époque, au Moyen-Âge, ils faisaient carrément des enluminures avec la première lettre. Donc on n'en est plus là. Et est-ce que j'ai encore besoin, moi, aujourd'hui, d'avoir cette espèce de petit confort? Je trouve que c'est un petit confort. Alors c'est peut-être absurde, mais je le vis comme ça. C'est un petit confort, ce truc de démarrer une page avec un petit machin. C'est un petit confort de mettre chapitre 1, un petit confort d'aller à la page. Donc je me dis, non, ça ne correspond pas à ce monde dans lequel je vis aujourd'hui. On va en plus vers un truc qui me semble, moi, j'espère que je me trompe, mais assez chaotique à des tas de degrés. Je ne vais pas continuer à faire des machins, chapitre premier, on prend une petite respiration pour démarrer le truc. Alors, évidemment que je ne révolutionne rien, mais ça va dans l'optique de ce que j'essaie de faire. Ce que fait Aurélien, je ne sais pas trop, c'est très très intéressant, sauf que moi ça me bloque parce qu'au niveau de la langue, comme celui de Binet, de Laurent Binet, je trouve moi ça m'a... Alors on peut me dire oui, l'écriture blanche, Wikipédia, tout ça, mais c'est pas normal, c'est pas ça, mais ils ont raison de le faire. Mais moi dans mon truc, c'est la langue, d'abord et avant tout, parce que c'est le seul moyen de rendre compte du monde dans lequel on vit, sans être quelqu'un qui fait des enquêtes, qui est un historien ou un sociologue ou un truc comme ça. Non, moi j'essaye simplement de rendre compte du monde avec la sonorité, avec la langue, avec le style. En fait. Moi je suis, d'une manière un peu absurde, persuadé qu'un vrai écrivain, c'est quelqu'un qu'on enferme dans une cave, qui n'a aucun rapport avec le monde extérieur et qui dit « Ok, je peux écrire un livre ». Je ne vais pas aller enquêter, je vais aller rien faire, mais je peux vous écrire un livre simplement avec ce que j'ai dans la tête. Et ça m'amuse et ça me plaît. Et j'imagine que Raymond Carver n'avait pas besoin pour écrire une nouvelle, une de ses magnifiques nouvelles, d'aller voir enquêter pendant 15 jours. Je suis de ce côté-là, mais en même temps, je suis amoureux de Philip Roth. Mais je suis incapable de concevoir qu'un jeune mec aujourd'hui s'intéresse à la guerre des tranchées. Comment voulez-vous que je travaille ma langue si c'est pour raconter ce qui se passe dans la tête d'un mec qui est dans les tranchées en 14 ? Alors c'est un génie le gars qui arrive à faire ça. Moi, comment rendre compte des sentiments d'un poilu de l'époque Non, je comprends pas. Je comprends pas ce truc-là. Je comprends pas pourquoi des écrivains peuvent s'intéresser à autre chose que d'être au contraire, pas les gardiens du temple, mais les gens qui font avancer ce truc-là. Qui font que la langue, elle reste toujours, c'est quand même le matériau qui nous sert à communiquer. Si les gens se battent dans les banlieues partout, 3 mots, après c'est un coup de poing dans la figure, c'est parce que le langage ne suffit plus. Donc quelque part, il faut aussi montrer que oui, le langage sert encore. Mais encore faut-il de travailler un peu. Si c'est simplement dire écriture blanche, rien du tout, j'ai le sentiment de voir comment ça sonne à mon oreille et comment ça éveille une image ou quelque chose en moi. Il y a des phrases, des fois, ça ne évoque rien, c'est bon, là. Et il y en a d'autres, d'un seul coup, ça boum, c'est un espèce de monde qui s'ouvre. Carver, ça me fait ça un petit peu. Il y a des trucs, la simplicité, la répétition. Je trouve qu'il faut, par exemple, je ne sais plus, il n'y a pas longtemps, il y a Bégodeau qui faisait ou l'année dernière, parce que c'est pas très très récent, mais qui faisait un papier sur Thomas Bernard. Il disait ouais, c'est pas mal, mais il y a beaucoup de répétitions. Pardon, tu fais quoi, tu sais lire un livre ou c'est dans la répétition que peut naître quelque part un truc, une beauté particulière ou une gêne qui devient en même temps une beauté. Enfin, c'est ça. Il faut se servir de tous ces trucs-là. Il faut se servir des mots de la pornographie, même si parce qu'ils vont choquer, parce que d'un seul coup, on va sortir de ce truc de l'érotisme où tout le monde s'emmerde parce que c'est que des espèces d'images
moi je veux dire, quand on voit dans certains films la main qui se serre sur les draps de soie, et puis on voit que la main, on dit mais ils font quoi? Je sais pas. Montrez-moi rien, mais ne me montrez pas ça. Pourquoi de la musique? Ah bon, il y a de la musique qui arrive quand ils baisent. Arrêtons, soit on montre, soit on montre pas. Et je trouvais aussi que, par exemple, la pornographie, ça pouvait être quelque chose qui vous permet de ne pas mettre en place une espèce de complicité avec le lecteur que j'ai pas du tout envie d'avoir. Et pour moi, l'érotisme, c'est un peu de cet ordre-là. C'est une espèce de complicité un peu bas de gamme qui veut, plutôt que de vous montrer les choses, je tourne autour et je vous regarde bien dans les yeux en disant on se comprend tous les deux, hein, vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. Ben moi, ça me gêne. Je préfère dire, ben voilà, les trucs sont comme ça et on n'a pas gardé les cochons ensemble. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans mon monde, rien, mais voilà, les choses sont comme ça. Donc cette complicité-là qui est un peu... J'en veux pas. Donc c'est tout ça en même temps. Le style, comment on répète, comment de temps en temps on va essayer d'enlever ce qui peut être considéré comme du talent. Moi je trouve que le talent, c'est ce qui nous tue en France. Les écrivains qui ont du talent, il y en a plein. Mais ça n'a jamais fait des écrivains, le talent. C'est pas ça l'idée. Donc en France, le problème qu'on a, c'est qu'on a trop de gens qui ont du talent. Mais pour moi, ce n'est pas des écrivains, ce n'est pas des gens qui d'un seul coup remplacent ces auteurs qui ont transformé ma vie. Moi, je ne suis pas allé vers la littérature pour éprouver des émotions esthétiques. Je suis allé vers la littérature parce qu'il y avait des gens qui me parlaient de la vie, mais qui en même temps prenaient mon regard et le transformaient. C'était un peu comme Ozu, par exemple, cinéaste, qui prend sa caméra et qui la met au ras du sol et il change l'axe. Mais il filme les mêmes choses que l'autre qui est resté avec sa caméra en haut. Simplement, en changeant l'axe, il change la représentation du monde qu'il vous propose. Et c'est ça la langue, c'est ça le truc. C'est pour ça que j'essaie toujours de me dire, ah ouais, ça va, les histoires, bon, elles viennent comme ça, mais je sais pas non plus. Il y en a qui écrivent des meilleures histoires que moi. Parce que c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça qui change les choses. Un bon écrivain, à mon avis, doit être capable de faire de la science-fiction, du roman policier. Il n'y a pas de... Alors je vais être très lourd et très pesant, mais l'idée c'est qu'il n'y a pas de thème mineur. Il n'y a que des écrivains mineurs. Mais le thème mineur, il n'y en a pas. Si vous êtes un bon écrivain, vous pouvez faire de la science-fiction, ou je sais pas, ou n'importe quoi. Et donc c'est pour ça que j'essaie toujours de dire, les histoires... alors mais tout le monde me dit, mais ouais, mais attends, quand même, il y a une super histoire, il y a des trucs, c'est quoi. Oui, j'imagine bien, mais je ne travaille pas dessus. Donc ça vient, c'est un petit peu... mes histoires, c'est un petit peu comme, vous savez, quand l'eau coule, elle cherche toujours les points les plus bas pour pouvoir avancer. Elle va vers l'océan ou je sais pas quoi. Et j'ai jamais peur quand je suis au milieu d'un livre, ou même au début ou aux trois quarts, parce que je sais qu'il y a un chemin, forcément. Et j'imagine toujours un peu les livres comme une espèce de... Là, j'arrive et il y a une espèce de jungle devant moi. Et l'idée, ça va être de la traverser, mais pas mourir au milieu. Donc ça veut dire il va falloir que je m'en sorte de ce truc-là. Mais il y a une voie, il y a un chemin. Ça va être compliqué, ça va être difficile, mais ça va avancer, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que j'essaie de dire que je raconte, ce n'est pas les histoires qui m'intéressent. J'ai aucune idée quand je démarre le roman. Je me suis éraflé la joue. Je suis là, après j'y tiens. Et ça, c'est parti d'un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, d'un écrivain que j'adore, qui est Paula Fox, qui raconte un roman qui démarre simplement parce que la femme se fait griffer par son chat. Elle mange avec son mari, le chat la griffe et boum boum, tout se met en place à partir de ça. Donc là, je me dis, oui, bon, c'est rafler la joue. Et pourquoi? Et qui? Et comment? Et ça m'amuse. Mais l'idée, c'est de se dire, j'ai fait une phrase qui me semble à peu près tenir, comment j'en fais une deuxième? Ah, puis si les deux tiennent, tiens, je vais peut-être essayer de voir la troisième quand même. Et tout doucement, et c'est vraiment la recherche et le choix de la sonorité, enfin du style que j'essaie de mettre en place, qui induit l'histoire. C'est-à-dire que souvent, j'ai vraiment l'impression que c'est le style qui est même avant l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas là, mais c'est lui qui va la révéler, cette histoire-là. Mediapart. Avant, je pouvais tenir avec un roman que j'écrivais en 18 mois, financièrement. Aujourd'hui, il vaut mieux que je les écrive en 1 an. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je l'ai réduit, mais oui, un peu quelque part quand même. Je me dis, voilà, j'envisage l'avenir d'un roman sur une période de temps. Je me dis pas, là, je vais partir sur un truc qui va durer 5 ans. Donc déjà, je sais que, par exemple, mes derniers romans ne se passent pas sur 50 ans. C'est réduit sur quelques mois. Donc là, je me dis que je vais être juste dans ma course.
C'est-à-dire que je ne vais pas partir sur un 100 mètres comme si je partais pour un marathon. Donc je pars différemment. En même temps, je me dis, mais c'est pas grave. C'est bien qu'à un moment, un écrivain soit dépendant de sa vie financière. Moi, j'avais des enfants, il faut que je loue une maison, il faut que je mange, il faut que je m'habille. Et en même temps, c'est gagner ma liberté. C'est-à-dire que je ne suis pas à un moment obligé de faire comme beaucoup, qui prennent des chroniques et qui tapent sur le copain ou qui défendent leur maison d'édition alors qu'ils n'ont pas du tout envie de le faire. Moi, je suis libre à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand j'ai eu aussi besoin à un moment de plus de confort et tout ça, j'ai écrit des chansons pour un type. Je ne suis pas allé dire dans un journal, donnez-moi une chronique pour que je fasse des papiers sur les petits copains et dire du mal d'eux, comme font les Lambrons, les machins, tous ces gens-là. Donc c'était ça aussi, gagner son espace de liberté et ne pas du tout avoir honte ni évacuer le fait qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui vit aujourd'hui et qui a des problèmes comme vous et moi, comme on a tous, des problèmes de survie, voilà. Je ne suis pas héritier d'une énorme famille, donc voilà, j'ai été obligé de gagner ma vie. Quand j'étais étudiant, je faisais des petits boulots. Alors on me dit, il fait des petits boulots. Mais oui et non, c'est-à-dire que j'avais mes 8 ou 9 mois de fac et que pour partir l'été, je travaillais au mois de juillet, ici, j'ai travaillé quand j'avais 16 ans. Je travaillais au mois de juillet pour partir au mois d'août avec mes copains faire autre chose. Mais je trouve que ça, c'est bien aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas des espèces d'ectoplasmes. L'écrivain, sa vie aujourd'hui, on est au milieu des autres, je suis au milieu de professeurs, de dentistes, de gens, on est tous dans la société, on fait partie du même truc. Donc le type qui écrit ça du fin fond de son château là-haut, c'est pas ce qui m'est arrivé. Pendant 30 ans, je me suis débrouillé pour pas être dans ces trucs-là, parce que je trouvais que j'aime pas cette idée qu'à un moment on va être comme un troupeau et qu'il y a des gens qui vont venir et vous mettre la petite médaille, vous êtes le meilleur, vous avez tel prix, tel machin. Donc je voulais évacuer ça. Puis dernièrement, c'est Antoine Gallimard qui me dit, tiens, pourquoi t'essaierais pas, on n'essaierait pas. Et j'ai un truc avec Antoine Gallimard, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, plus que comme un éditeur, je l'aime comme personne. Et je pense que si demain, mais c'est certainement pas ce qui va se passer, parce que je vois que c'est très très mal barré, mais si j'avais réussi à décrocher un prix sympa, c'était bien pour lui. Ça veut dire qu'à un moment, on arrêterait de lui dire « Ah mais qu'est-ce que tu as pris dans la collection blanche, ce mec, on ne sait pas, est-ce qu'il méritait d'être là ou pas ?» Si demain je ramasse un prix, ça va le conforter dans ce choix. Mais bon, c'est énervant quelque part ce truc des prix, hein. C'est vraiment pas marrant, hein. Parce que d'un seul coup, il y a des gens, je dois me forcer pour ne pas les sentir comme des potentiels adversaires. Mais non, c'est emmerdant, j'ai pas envie de ça en même temps. Là, on va commencer à me dire, mais t'as vu, il y a Olivier Adam qui te fait de long. Attends, je m'en fous, moi, c'est pas mon truc. Alors on va me mettre dans une position de, mais qu'est-ce que t'en penses, il écrit comme toi, et puis l'autre là qui fait chez toi. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça, et en même temps, je me dis, bon, j'ai longtemps été à l'extérieur un peu du système et je m'aperçois que depuis que mes enfants sont plus grands, je suis plus tenu de fonctionner comme un père de famille. C'est-à-dire que je peux partir quand je veux, je peux faire ce que je veux. Je rencontre plein d'écrivains. Chose que je faisais jamais avant. Par exemple, j'ai fait une fois le Salon du Livre en France. J'ai jamais refait. Et je fais des lectures en Allemagne, j'en fais en Italie, je vais en Irlande, je pars aux États-Unis, je fais des trucs. Et d'un seul coup, je m'aperçois que c'est plutôt agréable aussi d'être de l'intérieur, parce que d'un seul coup, on peut éventuellement aider ou faire que on peut certainement de toute façon agir plus précisément quand on est dedans que quand on est à l'extérieur. Moi, j'ai été pendant 30 ans à l'extérieur. Là, si un peu je peux faire des choses, je vais le faire, mais en même temps, je ne cours pas après. C'est-à-dire que si on me dit demain, oui, attends, non, ça va pas, t'as aucun prix, tu vaux rien, je ne vais pas y retourner tous les ans pour, comme Amélie Nothomb, me dire attends, je vais essayer tous les ans jusqu'à ce que je l'ai. Ça ne m'intéresse pas. Je ne crois pas que je les aurais. Mediapart. Le problème qu'on a eu à un moment, c'est que d'un seul coup, ces séries où je ne faisais jamais attention, les séries, c'était des trucs Commissaire Moulin, de ça. J'avais commencé à ouvrir l'œil avec David Lynch qui avait fait Twin Peaks. Je me dis tiens, c'est intéressant. Hein. Et puis d'un seul coup, il y a les Sopranos qui arrivent, il y a Twin Peaks, il y a Six Feet Under, il y a tous ces trucs-là, The Wire. Et là, je dis, mais il y a des types qui arrivent à bien écrire des histoires, à bien les filmer. Les dialogues, des fois, ils sont au couteau. Et attendez, bientôt les gens, pourquoi s'emmerder à lire un livre s'il y a des gens qui sont... Alors, dans ces cas-là, il y a un moment de panique, puis après on se dit, mais peut-être que la littérature a des armes particulières qu'on ne pourra pas non plus se faire...
enlevés par l'image. Alors ça, c'est une vraie... Je crois à ça, j'espère que je ne me trompe pas, mais le principe était là. Je vais essayer de vous écrire une série, mais de le faire d'un point de vue littéraire. Donc c'est intéressant aussi, parce que d'un seul coup, je me suis aperçu que le fait d'aborder la fiction en multipliant les centres, ça devenait intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans le grand roman classique, où il y a un centre. Et tout vient comme ça, d'un seul coup ça s'éclaire dans tous les sens. Et il y a cette idée que ça donne un peu de rapidité. Dès que vous avez un de vos personnages ou un pôle de l'histoire qui s'affaiblit, boum, vous passez à un autre. Et pendant ce temps-là, vous laissez mûrir. Et puis d'un seul coup, vous avez une espèce de... Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que ça va dans l'esprit d'aujourd'hui d'ailleurs. C'est-à-dire que ce genre de traitement de la fiction, si on l'avait proposé il y a 50 ans, peut-être que les gens auraient dit « mais je suis perdu, je ne sais plus où je vais ». Alors que là, on n'a plus peur d'aller carrément. Maintenant, les trucs s'ouvrent. Je me souviens de l'ouverture, je ne sais pas si vous avez vu, de Breaking Bad, qui était aussi une série super. Cette espèce de bus mobil-home qui arrive dans le désert comme des dingues, le type qui sort en slip avec un masque à gaz. Et il dit « qu'est-ce qu'il nous fait, quoi ?» C'est génial. Il y a une espèce de liberté et puis d'envie de s'amuser en même temps. Et ça, je trouve qu'en France, on manque de ça. Et les Américains, avec cette idée qu'on peut être en même temps un très bon écrivain et en même temps faire de l'entertainment. On dit, why not? Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Pourquoi être spécialement? Est-ce que c'est parce que vous allez prendre votre personnage et que vous allez le faire marcher de long en large sur une plage avec des pensées très intéressantes que vous allez être meilleur que celui qui arrive en mobil-home dans un désert et d'un seul coup, on se rend compte à la fois dans tous les Sopranos, tout ça, ça va très très loin. Moi, pour embêter un petit peu le milieu, je disais que dans les Sopranos, il y avait certains épisodes qui me faisaient penser à du Beckett, par exemple. Et c'était pas faire du mal à Beckett de dire ça. C'est simplement de montrer qu'aujourd'hui, on pouvait atteindre ce niveau peut-être pas de perfection, mais pas loin, dans les dialogues et dans une scène, au milieu d'une espèce de fiction où c'est plutôt rigolo, c'est la mafia, tout ça, mais à un moment, vous avez les seconds couteaux qui sont perdus dans la forêt, dans un car, dans leur minibus, là, et tout l'épisode va se passer pratiquement là-dedans. Et là, c'est du Beckett. Et là, c'est... Bien sûr, mais je trouve qu'ici, enfin en France en particulier, on a peur de ça un peu. On a peur de... Ça touche un peu à la télé, puis la télé, c'est un peu vulgaire, quoi. Si on est un auteur sérieux chez Gallimard, on ne parle pas des trucs qui ont un rapport avec la télé. C'est pas bien, la télé. C'est un truc... c'est absurde, quelque part. Bah, si c'est pas bien, il faut y aller, quand même. Parce que ce monde, les gens sont plus foutus devant la télé que derrière un livre. Donc allons-y, allons les chercher où ils sont, pas dire non. Moi, je crois que la littérature, elle peut changer les gens, au moins leur manière de voir, mais ça veut dire que si vous changez la manière de voir, d'un seul coup, donc la place de l'écrivain, elle est hyper importante, mais si vous êtes là simplement pour vous mettre en avant et montrer que vous avez un esprit tellement fin, tellement subtil non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est là, je pense que la place de l'écrivain, elle est aussi importante que le médecin ou le professeur et tout ça. Mais encore faut-il ne pas se mettre comme tous ces gens qui sont entre le Flore, les deux Magots et machin. Non, il faut se mettre au service des gens. Et j'ai dit à un moment, c'est une manière en même temps de provoquer un peu, mais de dire qu'on a... un écrivain n'a pas le droit de perdre un lecteur. C'est pas s'il fait ça, c'est que s'il n'est pas bon. Et en même temps, c'est grave, parce qu'il a perdu quelqu'un qui va partir je ne sais pas où. Il va se retrouver à regarder que des conneries ou à écouter. Là, ce matin, j'ai fait une émission de radio complètement stupide. Et en même temps, je me disais, qu'est-ce que je fais? Je me barre ou je reste? Je vais rester en me disant, je vais essayer quand les questions étaient trop stupides, d'essayer de, pas jouer le type, non, mais je vais essayer de répondre pas trop bêtement, et voilà. On va essayer de garder un certain niveau. Mais aller chercher les trucs où ils se trouvent. C'est pour ça que je dis toujours, écrire pour 100 personnes, ça ne m'intéresse pas. Ça justifierait pas d'avoir passé 30 ans de ma vie derrière un bureau. 100 personnes qui me diraient « génial ». Non, ça sert à quoi? À rien. Sinon à se satisfaire soi-même. C'est pas ça qui doit justifier à un moment tout le travail d'une vie. C'est absurde.